pour comprendre ce qui se joue ce matin. Magali Barthès, bonjour, notre spécialiste des questions internationales. L'amiral Michel Olagaret, bonjour, ancien directeur des centres des hautes études militaires. Et accueillons Pierre Laurin, bonjour, journaliste, écrivain, spécialiste de ce que l'on appelait autrefois l'URSS, du monde soviétique et de la Russie désormais. Vous êtes l'auteur de ce livre, L'Ukraine, une histoire entre deux destins, aux éditions Barthia. Amiral, l'état des villes autour de Kiev, la capitale, qu'est-ce qu'il nous dit de l'intensité de cette guerre, de la violence des combats et de la stratégie russe? Écoutez, c'est une remarque assez froide, mais malheureusement, c'est la tactique russe. C'est la tactique soviétique. On détruit tout avec une artillerie extraordinairement forte. C'est un de leurs points forts, l'artillerie et bien sûr les forces blindées lourdes. Et on détruit d'abord, et puis ensuite l'infanterie vient faire le reste du travail. Donc quand vous voyez ça, c'est monstrueux. On ne peut pas dire que ce soit différent d'un crime de guerre. Quand on voit ces bâtiments-là, on n'imagine pas que les Russes pensaient que c'était évacué gentiment avant qu'ils ne tirent. Donc manifestement, c'est leur tactique. Ils l'ont toujours employé depuis Grozny, partout. Et après, ils avancent comme un rouleau compresseur dans la mesure où les forces qui leur sont opposées ne leur opposent pas une bonne résistance, ce qui, semble-t-il, est le cas, car les Ukrainiens se sont adaptés, avec bonheur d'ailleurs, à ce type de stratégie. Ça, c'est pour la guerre, pour la stratégie militaire. Pierre Laurin, à quoi cela sert de détruire, de tout raser un pays, en l'occurrence des villes, comme on le voit à Borodianka, lorsqu'on a l'intention, comme c'est le cas pour les Russes, d'intégrer l'Ukraine au reste du pays et de conquérir ce pays, de s'y installer en quelque sorte? Non, je ne crois pas que ce soit l'intention des Russes d'occuper l'Ukraine et de s'y installer. Je crois que ce qu'ils veulent, c'est régler une fois pour toutes le problème du Donbass. Et que la stratégie au départ était relativement mal adaptée à la situation. Ils pensaient d'une manière très naïve que les Ukrainiens allaient les accueillir en libérateurs parce que les Ukrainiens étaient censés en avoir marre de leur système, de la corruption, des oligarques, et que, par conséquent, les Russes étaient en quelque sorte ceux qui venaient les secourir. Ça n'a pas été le cas et ça a été l'erreur de départ. Et ensuite, je crois que l'enchaînement des faits militaires a dissimulé un peu le véritable objectif. Là où se déroulent les vrais combats, c'est dans le Donbass, c'est toujours à Mariupol, ça a été à Kharkov, parce que c'était là que se trouvait l'essentiel des forces ukrainiennes. Les forces ukrainiennes qui défendaient Kiev, et il y a eu des déplacements de certaines unités qui venaient du Donbass pour renforcer le front de Kiev, c'était plutôt une manière pour les Russes de geler sur place une partie de l'armée ukrainienne. Je ne pense pas qu'ils avaient l'intention d'occuper Kiev, d'attaquer Kiev ou des villes importantes, parce qu'un combat de chars en ville est perdu d'avance. C'est quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter. Des résistants bien armés, en particulier avec des missiles anti-chars, sont pratiquement inexpugnables. Ils se dissimulent dans les ruines, ils se dissimulent partout et ils abattent les chars les uns après les autres. Amiral, vous disiez tout à l'heure qu'en voyant ces images de cette ville dévastée, avec des immeubles qui sont touchés, difficile de ne pas parler de crimes de guerre. Et c'est pourtant ce que nie Moscou. Le porte-parole du Kremlin a accordé une interview exceptionnelle, exclusive à LCI, face à Darius Rojbin, qui l'a interviewé. Et le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui est le bras droit de Vladimir Poutine, n'y va pas par quatre chemins. Pour lui, cette guerre est justifiée. Les Russes en respectent les règles. Écoutez-le. Oui, il y a eu beaucoup de dégâts sur certaines des habitations de Mariupol, c'est la réalité. Le problème étant que les bataillons nationalistes utilisent des éléments civils, des appartements, des maisons, comme boucliers pour leur offensive sur nos positions militaires. Aujourd'hui, une grande partie de la communauté internationale parle de juger M. Poutine. Si on va jusqu'au bout de ce processus, si les Occidentaux veulent
arrêter M. Poutine, le juger à La Haye ou ailleurs, qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous irez jusqu'au bout? Je ne pense pas qu'on doit parler de ça. Ce n'est pas possible, ni légalement, ni physiquement. Donc vous vous battrez jusqu'au bout? Oui, nous garantirons que nous pouvons atteindre nos objectifs et que nous ayons garanti la sécurité pour la Fédération de Russie. On va revenir évidemment ensemble sur les objectifs militaires russes. Ce qui est intéressant, Magali Barthez, dans cette interview, c'est qu'elle révèle en quelque sorte l'état d'esprit de Vladimir Poutine. Cette guerre, pour lui, pour les Russes en tout cas, elle est justifiée. Et il ira jusqu'au bout. En tout cas, c'est ce qu'il dit, le maître du Kremlin. Elle est imperdable, en effet. C'est vraiment... Et on entend bien dans tout ce que dit le porte-parole du Kremlin, en effet, cette propagande russe qu'on retrouve sur tous les médias russes. Aujourd'hui, cette idée que Boutcha, les images que l'on voit sont une manipulation des Ukrainiens, une mise en scène pour mobiliser la communauté internationale, les Occidentaux. Il faut bien comprendre que Dmitri Peskov, c'est le porte-parole du Kremlin, mais depuis que Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir en 2000, il a toujours pris en charge les médias. C'est vraiment une figure qu'on connaît beaucoup, nous, en Europe, parce que ses communiqués font loi. C'est lui vraiment qui est le propagandiste en chef de la Russie. C'est lui notamment qui a mis en scène Vladimir Poutine neutralisant un tigre, volant en ULM au milieu des grues. Tout ça, c'est vraiment, c'est toujours Peskov qui est à la manœuvre derrière. Et ce qu'on entend là aujourd'hui, ce déni dans lequel les Russes s'enfoncent, on le retrouve dans toutes les grandes figures qui sont autour de Vladimir Poutine aujourd'hui. Je pense à Sergueï Lavrov, qui hier encore, le ministre des Affaires étrangères russe, niait tout massacre russe à Boutcha et disait mais à qui profite le crime? En fait, tout ça, c'est une volonté des Ukrainiens de saborder les négociations qui ont lieu en ce moment. On voit bien que la Russie de Vladimir Poutine s'enferme dans cette réalité parallèle, n'en démord pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas pour autant que les Ukrainiens veulent stopper les négociations qui sont en cours. Il y a eu un coup de téléphone hier soir qui a duré à peu près 1 heure entre Emmanuel Macron et Zelensky, le président ukrainien, après son allocution au Conseil de sécurité de l'ONU. Et ce qu'a dit Zelensky au chef de l'État français, c'est que l'Ukraine voulait continuer à parler malgré Boutcha, malgré le déni russe qu'on entend là. Tout ça va de pair et Zelensky a redit sa confiance, c'est en tous les cas les mots de l'Élysée, en Emmanuel Macron pour qu'il serve d'intermédiaire. Donc le fil du dialogue, malgré ce discours, cette propagande russe, ne doit pas être coupé. C'est ce qu'on dit du côté du président Zelensky. Et c'est ce que dit aussi le porte-parole du Kremlin. Pour LCI, il nous dit qu'une rencontre est envisageable entre Vladimir Poutine et le président ukrainien. Pierre Laurin, comment vous interprétez ce que dit le porte-parole de Vladimir Poutine? On n'a rien à se reprocher, il n'y a pas de massacre à Boutcha. Oui, il y a des dégâts à Mariupol, mais les civils n'ont pas été visés par l'armée russe. Je crois que nous sommes en guerre, c'est ce qu'il a dit. Nous sommes en guerre. Lorsqu'on est en guerre, eh bien chaque camp, chaque belligérant a sa stratégie, sa tactique, sa phraséologie, son idéologie, sa propagande. Voilà, c'est tout. Il ne peut pas dire autre chose. Le porte-parole du Kremlin ne peut pas dire autre chose. Parce que sinon, eh bien, c'est un traître à la patrie. En situation d'opération militaire spéciale, on ne dit pas le contraire de ce que dit le chef de l'État. C'est aussi simple que cela. Amiral, c'est entendable ce que dit M. Peskov sur les dommages collatéraux et la stratégie militaire russe? Alors je dirais que si ça n'était pas tragique, ce serait ridicule. Nous atteignons le comble du ridicule, mais nous jugerons comme ça, nous les Occidentaux. À usage interne, ils n'entendront certainement pas comme ça. Je trouve quand même que dans l'interview de M. Peskov, il y a une certaine sécheresse. C'est-à-dire qu'il parle, il dit oui, il n'argumente pas. Moi, je ne le sens pas à l'aise. Ce qui est quand même, comme vous l'avez souligné, madame, un peu surprenant, puisque c'est quand même le maître des médias, il possède totalement son faux argumentaire.
mais je trouve que quand même c'est un peu sec, ça ne va pas très loin. Même lui doit trouver ridicule de relancer les mêmes arguments que Lavrov, avec moins le visage de marbre de Lavrov qui lui est insondable. Mais il me semble quand même qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas très bien. Vraiment, vous avez senti, vous aussi, Pierre Laurin, qu'il manquait de sérénité? Enfin, c'est pas le sentiment que j'ai eu en regardant l'interview quand il dit Vladimir Poutine ne risque rien. Il a en tout cas voulu afficher l'assurance d'un homme qui sait que son président russe n'aura jamais à rendre des comptes. C'est très sûr que, effectivement. Mais ce n'est pas ça qui, à mon avis, qui est important dans ce que l'on a vu. Ce qui est important, c'est que Dmitri Peskov se trouve dans une situation un peu embarrassante, parce que l'opération militaire en Ukraine ne donne pas les résultats qui étaient escomptés au départ, que par conséquent il a fallu revoir tout le narratif, trouver d'autres éléments de langage, d'autres explications, et que là ils sont un peu à court. Lorsque les négociations seront relancées, si elles sont relancées, et d'ailleurs elles continuent, il y aura d'autres éléments qui viendront peut-être étayer d'une autre manière le discours de Peskov comme le discours de Lavrov. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Ils sont dans une ambiguïté, ils se trouvent devant des accusations très graves de la communauté internationale, et donc la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est essayer de faire front avec les éléments dont ils disposent. Je crois que c'est ça, et je concours tout à fait à ce que vient de dire l'amiral. Cet entretien, en tout cas, vous allez pouvoir l'entendre en intégralité à partir de 17h sur LCI. Avant, on aimerait vous en faire entendre d'autres extraits, notamment sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, Magali, ce massacre de Boutcha. Pour le porte-parole du Kremlin, eh bien, c'est une simple mise en scène des Ukrainiens. Écoutez. Les vidéos et les photographies qui vous sont présentées de façon orientée sont le résultat d'un spectacle bien orchestré. C'est un show, une mise en scène tragique. C'est une mise en scène, dit le porte-parole du Kremlin. On sait, et nos reporters sont allés sur place, que ce n'est pas une mise en scène. Des civils sont réellement morts. Après, il est vrai que du côté ukrainien, on a mis en avant ces atrocités pour réclamer une aide supplémentaire de la part des Occidentaux. Mais qu'est-ce que cette interview, cette réponse nous dit du récit que fait Moscou en ce qui concerne ces atrocités ? Ah mais le récit est toujours est le même depuis qu'on voit circuler ces images. Le récit, c'est vraiment de dénoncer une manipulation ukrainienne, une manipulation occidentale. C'est le même discours qu'on a entendu de la part de l'ambassadeur russe hier aux Nations Unies, le même discours que l'on retrouve chez Sergueï Lavrov et que l'on retrouve sur toutes les télés russes. Hein. C'est très frappant quand on regarde des extraits justement des principaux journaux télévisés, la façon dont la présentatrice, je regardais un extrait de la première chaîne de télévision russe, dit aux Russes: faites attention, les images que vous voyez sont des mises en scène, des manipulations. Ce discours-là, il est rabâché en boucle pour que l'opinion publique russe reste derrière le chef. Il y a une propagande énorme qui est en œuvre aujourd'hui, un contrôle des médias, on en a beaucoup parlé ici, qui est à l'œuvre et qui, pour le moment, met une chape de plomb sur toute cette affaire de Boutcha et qui empêche une autre vérité d'émerger en Russie. Ouais, sur les télés et sur les réseaux sociaux aussi en Russie où cette vérité russe est relayée abondamment. Dmitri Peskov qui évoque aussi dans cette interview les gestes de la Russie, preuve selon lui de la bonne volonté du Kremlin dans ce conflit. Parmi ces gestes, le retrait des troupes russes aux abords de Kiev. Écoutez. Maintenant, on voit que M. Zelensky, le président de l'Ukraine, et s'il doit y avoir une négociation entre les délégations russes et ukrainiennes, il faudra qu'il y ait une rencontre entre le président Poutine et le président Zelensky au plus haut niveau. Beaucoup ont dit que vous vouliez tuer le président Zelensky. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Et le renverser? Non plus.
Non, ce n'est pas vrai. Nous ne parlons pas d'occupation de l'Ukraine. Vous l'aviez traité quand même de drogué et de nazi. C'est pas la manière la plus probable de chercher à négocier avec quelqu'un. Eh bien, nous avons beaucoup de journalistes qui étudient ces discours. C'est le président de l'Ukraine, mais nous ne savons pas ce qu'il utilise. Nous ne savons pas ce qu'il boit, nous ne savons pas ce qu'il fume. C'est le président de l'Ukraine et nous sommes intéressés par le fait qu'il accepte les conditions de la Fédération russe qui lui ont été notifiées clairement par la délégation russe. Nous voulons, par la négociation, mettre fin à l'opération militaire. Monsieur Peskov, vous avez dit notre but n'est pas d'occuper l'Ukraine. Ce sont des mots qui pèsent lourd. Est-ce que ça signifie, par exemple, que vous avez renoncé définitivement à occuper la ville de Kiev ? Pour créer des conditions favorables aux négociations, nous avons voulu faire un signe de bonne volonté. Nous pouvons prendre des décisions sérieuses durant les négociations et donc le président Poutine a ordonné à nos troupes d'être retirées de la région. Nous n'avons jamais voulu tuer le président ukrainien, dit le porte-parole du Kremlin sur LCI. Et les forces russes se sont retirées des abords de Kiev en signe de bonne volonté. Est-ce que c'est crédible au vu de ce qui se passe sur le terrain, amiral ? Bien écoutez, ça continue dans le discours ridicule. Mais ce que je note cependant, c'est qu'actuellement, les Russes sont plutôt en réaction sur les événements. Manifestement, ils n'ont pas anticipé un certain nombre de choses, comme vous l'avez souligné, monsieur. Mais maintenant, ils sont en réaction. Quand on a découvert tous ces massacres, tous ces corps dans les rues, ils n'avaient jamais dit à leurs troupes, écoutez, du calme ou nettoyez tout, etc. Maintenant, nous arrivons dans la deuxième ville dont ils se sont retirés et il n'y a rien. Bon, bien sûr, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, mais ce qui me paraît très vraisemblable, c'est qu'un peu frappés par les images qui se sont répandues à travers le monde, ils ont peut-être demandé à leurs troupes de faire un grand nettoyage. La seule chose, c'est que des corps comme ça ne disparaissent pas. Que très certainement, il y a des images satellitaires, qu'on va peut-être découvrir des charniers. Car s'il y a des dizaines de morts, il faut les mettre quelque part, il faut les enterrer. Donc là, c'est en réaction. Même le discours de M. Peskov est un discours en réaction. Ils n'ont jamais voulu détruire Kiev, prendre le pouvoir à Kiev. C'est contraire à tout ce qu'ils ont dit. Donc le discours même de M. Peskov, c'est une espèce de défense à reculons. Je ne dirais pas qu'il est acculé, mais il est extrêmement gêné par ces questions-là, malgré son monolithisme, malgré sa défense en béton. Mais cette guerre n'est pas terminée et cette ville est bel et bien dévastée par l'armée russe. Est-elle en passe de tomber aux mains des Russes ? Écoutez ce que nous a répondu ce matin Liseron Boudoul, envoyée spéciale avec Romain Reverdy. Oui, les séparatistes pro-russes, les forces russes aidées des Tchétchènes également ont repris une grande partie de la ville aujourd'hui, et notamment ce centre-ville où il y a eu des combats intenses durant 2 semaines, et ça les habitants me l'ont confirmé, et notamment autour du port, puisque c'est là que s'étaient retranchés les soldats ukrainiens avec leurs blindés. Alors, aujourd'hui, les combats se concentrent sur une immense zone industrielle métallurgique de 8 km², tout à côté du centre-ville, en bord de mer. Toutes les forces ukrainiennes s'y sont repliées et elles continuent à résister en ce moment depuis ce complexe qui est complètement bunkérisé, où il y a des tunnels, où il y a des passages souterrains et il y aurait encore quelques milliers de soldats à l'intérieur qui ne veulent pas se rendre pour le moment. Alors combien de temps pourront-ils encore résister ? C'est une question de jours, pensent les forces pro-russes, car elles estiment qu'ils vont finir par manquer de munitions, tout simplement. Et en attendant, les bombardements et les tirs d'obus, je peux vous le confirmer, sur cette zone sont ininterrompus.
Voilà, et pour bien comprendre la situation avec nous ce matin, toujours Magali Barthès, le vice-amiral Michel Olagaré et Pierre Laurin. Merci à tous d'être là. On va vous entendre dans un instant parce que l'actualité de ce mercredi, ce sont aussi ces nouvelles sanctions qui doivent être adoptées contre la Russie. Elles ont été annoncées par les États-Unis, l'Union européenne. Et ces sanctions, elles visent à interdire tout nouvel investissement dans le pays. Des institutions financières et des entreprises publiques seront ciblées. Écoutez la porte-parole de la Maison-Blanche. En coordination avec le G7 et l'Union européenne, un ensemble supplémentaire de sanctions va imposer des coûts à la Russie et l'isoler davantage économiquement, financièrement et technologiquement. Cela comprendra une interdiction de tout nouvel investissement en Russie et des sanctions accrues contre les institutions financières et les entreprises publiques. Nouveau train de sanctions, mais pour quelle efficacité, Magali ? Alors pour l'Union européenne, en tous les cas, il va y avoir une réunion importante cet après-midi des ambassadeurs des 27. Ce sera suivi dans quelques jours ensuite d'une réunion des ministres des Affaires étrangères. Et l'idée là qui est sur la table, c'est de faire un embargo sur le charbon, d'arrêter les achats de charbon de l'Union européenne. Il faut savoir que ça représente 4 milliards d'euros à peu près par an dans les poches de Vladimir Poutine. Et que pour les Européens, c'est une énergie, ce charbon est facilement substituable. Il y a du charbon aussi, par exemple, en Pologne, donc on peut trouver d'autres sources d'approvisionnement. Donc ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est donc de stopper ces achats de charbon. Il y a d'autres choses aussi. Il y a de fermer les ports européens à tous les bateaux russes. Il y a aussi de nouvelles sanctions qui sont sur la table dans le domaine financier pour empêcher des transactions avec certaines grandes banques russes. Il y a à nouveau des personnalités, une centaine, qui vont à nouveau visées par des sanctions. L'idée, c'est donc un 5e train de sanctions en réaction évidemment à ces images terribles de Boutcha. Les Européens ne peuvent pas rester sans réagir face à l'émotion que suscitent ces images. Après, ces sanctions sur le charbon, ce n'est pas celles qui vont faire le plus de mal à Vladimir Poutine, hein, parce qu'on sait très bien, le nerf de la guerre, ça reste le pétrole et surtout le gaz russe. Et là, Charles Michel, le président du Conseil européen, disait à l'instant, il va falloir y venir à un moment ou à un autre, mais on comprend que ce n'est pas encore le temps de frapper ce gaz russe. On commence par le charbon parce qu'évidemment, le gaz russe, il y a toutes les dissensions de l'Union européenne qui apparaîtraient au grand jour. On sait très bien que l'Allemagne, notamment, et l'Autriche ne veulent pas entendre parler encore d'un embargo sur le gaz russe, qu'on pourrait faire en revanche sur le pétrole au niveau européen, et c'est ça qui est dans les tuyaux maintenant, c'est au moins de réduire, sans couper complètement, mais de réduire les achats de pétrole russe par les pays de l'Union européenne. L'Italie aussi est très dépendante du gaz Absolument. russe. C'est un pays aussi qu'il faut prendre en compte. L'Autriche. Bonjour Yves Doutrio, merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller d'État, ancien ambassadeur de France à l'OSCE, représentant permanent adjoint de la France à l'ONU. On a entendu évidemment le détail des sanctions qui devraient être adoptées dans les heures, dans les jours qui viennent, selon si l'on est aux États-Unis ou en Europe. Et on a vu il y a quelques instants ces terribles images de Mariupol. On a vu les images de Borodianka, on a vu ce massacre de Boutcha ces derniers jours aussi. Est-ce que les sanctions aujourd'hui sont suffisantes, encore une fois, suffisantes pour faire plier Vladimir Poutine ? Alors, vous avez parlé de ces images. Évidemment, là, il s'agit de crimes de guerre. La justice internationale a été saisie. J'ai vu que le parquet antiterroriste de France, de Paris, est également a également enclenché des enquêtes, puisqu'il y a aussi des Franco-Ukrainiens qui ont été victimes de ces violences. Donc là, sur le plan il faut que la justice passe. Mais enfin, la justice, c'est du moyen terme. Il faut d'abord récolter des preuves. Je crois que la France et bien d'autres pays sont à la disposition de la justice ukrainienne pour envoyer des médecins légistes, pour rassembler toutes les preuves. Mais pardon, alors, quant aux sanctions, ma question, c'est est-ce que ces sanctions sont suffisantes ? Est-ce qu'il faut taper plus fort ? J'en viens aux sanctions. On sait que les effets des sanctions ne sont jamais immédiats. On a la détermination forte du président russe. On sait qu'il y avait des réserves financières qui avaient été accumulées dans les années précédentes. On ne voit pas encore véritablement l'effet de ces sanctions. Mais il est difficile
de ne pas adopter un 5e train de sanctions, parce que c'est quand même des sanctions assez exceptionnelles. Hein. Jamais l'Union européenne n'a adopté de telles sanctions déjà dès le déclenchement de la guerre il y a maintenant plus d'un mois. Alors on va aller au-delà, comme ça a été dit par la Commission européenne, avec le charbon, le pétrole, l'accès aux ports, des questions de financement relatives aux banques, peut-être accroître la liste du nombre d'oligarques, mais il ne faut pas se faire d'illusions. C'est pas ça qui va fatalement changer le cours, en tout cas à court terme, de la guerre, puisqu'au contraire, on voit l'intensification de la guerre avec ce redéploiement vers le Donbass. On comprend que le but premier de la guerre de Poutine, c'est récupérer tout le Donbass et une grande partie du littoral de la mer Noire, et leur détermination paraît totale. Et quand on leur montre ces images, ils vous expliquent que c'est de la propagande. J'ai même entendu l'ambassadeur russe à l'ONU hier parler de Goebbels et de la propagande hitlérienne, alors même que nous avons des témoignages, nous avons des photos satellites qui démontrent les crimes de guerre ou les allégations de crimes de guerre qui ont pu être commis dans plusieurs villages ukrainiens désertés par l'armée russe. Qu'attendent les Occidentaux pour aller plus loin? Ce matin, Magali le disait, Charles Michel, le président du Conseil européen, a dit « Des sanctions sur le pétrole et le gaz russe seront nécessaires tôt ou tard ». Pourquoi pas maintenant? Qu'attendent l'Union européenne et les États-Unis? Votre correspondant l'a dit aussi, on voit que l'Allemagne et l'Autriche a été citée, l'Italie et sans doute peut-être aussi la Hongrie, la Bulgarie sont des pays qui restent très dépendants du gaz russe. Alors évidemment qu'il faut prendre des sanctions. L'objectif c'est d'arrêter de financer la guerre de M. Poutine. Mais en même temps, forcément, pour les opinions et pour les économies, il faut tenir compte de l'effet rétroactif de ces sanctions sur nos économies. On le sent déjà, l'augmentation des prix du gaz, prix du pétrole, tout le monde le supporte. Mais quand un pays comme l'Allemagne reste dépendant de mémoire à hauteur de plus de 45% du gaz, dans son mix énergétique, du gaz russe, il faut évidemment prévoir des mesures transitoires. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Bien sûr, le gaz peut être remplacé par du gaz liquéfié venu d'ailleurs. Encore faut-il avoir des usines de regazéification. Or, les Allemands n'en ont pas. Il faut les construire. Ça demande presque plus d'une année. On a vu des pays, je crois que la Lituanie maintenant est tout à fait autosuffisante, enfin ne dépend plus du tout du gaz russe. Mais elle a prévu les choses en conséquence en installant une usine de regazéification du gaz liquéfié. Mais ça ne peut pas se faire en quelques jours, évidemment. Oui, 55% du gaz utilisé en Allemagne et du gaz russe, 40% pour l'Europe, 17% pour la France. Voilà pour les chiffres. Une dernière petite question, peut-être Yves Doutriault. Vous nous disiez tout à l'heure, les sanctions prises contre les Russes ne font pas encore effet. Combien de temps avant qu'elles ne mettent la pression pour les Russes, sur la société russe, mais aussi et surtout sur son régime, sur Vladimir Poutine? C'est vraiment vous savez, il y a la grande résilience du peuple russe qui a subi énormément, 70 ans, plus de 80 ans de communisme, la période tsariste. Bon, du côté du peuple russe, il y a cette fameuse résilience. Ils en ont vu d'autres, j'allais dire. Et alors, quant aux oligarques, eh bien, ils vont alors, certains sont déjà partis. Une partie de l'élite, d'ailleurs, plutôt très réservée, sans doute hostile à cette guerre, a quitté la Russie. Quant aux oligarques qui restent, on sait qu'ils ont relativement peu de capacité de pression sur le président Poutine. Donc, répondre à votre question est assez difficile. Je crois qu'il n'y a aucun expert qui peut y répondre complètement. Bon, évidemment, si on prend ces sanctions, c'est qu'on espère que ça aura un effet, mais personne n'a dit que ça pouvait avoir un effet immédiat et à très court terme. Merci Yves Doutriault, conseiller d'État, représentant permanent adjoint de la France à l'ONU. Amiral, sur les nouvelles sanctions qui vont être actées aujourd'hui contre la Russie. Je crois que M. Doutriault a souligné dans son intervention l'importance du facteur temps. Je voudrais qu'on le regarde un peu dans le domaine économique, dans le domaine militaire et dans le domaine diplomatique. Dans le domaine économique, il est évident que les sanctions feront leur effet au bout d'un certain temps, voire d'un temps certain. Il ne faut pas imaginer que pendant ce temps,
les Allemands en particulier restent les bras croisés. Ils doivent s'affairer de tous côtés pour diversifier leurs sources d'approvisionnement, pour installer industriellement des installations pour pouvoir recevoir le gaz, reliquéfier, etc. Donc tout cela prend du temps. Pour l'instant, on gagne du temps en disant sanctions sur le charbon, on s'approche tout doucement et puis on demande aux Allemands, alors où en êtes-vous? Vous dépendez de 55%, vous dépendez de 45%, puis de 35% du gaz russe. Vous voyez, avant d'arriver à l'apocalypse pour l'économie allemande de l'interruption de l'approvisionnement en gaz, on leur laisse un peu de temps pour le faire. Du point de vue des armées, c'est la Russie qui a besoin de temps. La Russie prend du temps pour se réorganiser, camoufler sa défaite au nord de Kiev, quoi qu'en dise M. Peskov, et puis rebalancer ses forces à nouveau rafraîchies et remises en état sur le Donbass. Et ces deux éléments-là ont une influence sur l'activité diplomatique qui, comme vous le voyez en ce moment, est un peu à son étiage bas. Qu'avez-vous comme nouvelles diplomatiques? Pour l'instant, on se parle de loin. Monsieur Lavrov est plutôt dans la défensive. Il doit défendre un peu l'indéfendable. Mais ça ne progresse pas. Il n'y a pas de rencontre prévue au niveau des ministres entre lui-même et M. Kouleba, ministre des Affaires étrangères Ukraine. On ne parle plus de ces premiers contacts en Turquie. Donc vous voyez, le facteur temps est un facteur extraordinairement important. Nous ne sommes qu'au 40 et quelquième jour de guerre. Les guerres peuvent prendre des mois et des années. Donc pour l'instant, encore malgré la très grande capacité de résilience et de souplesse de l'économie, il faut que l'Allemagne ait le temps de se réorganiser pour garder son économie en vie. Pierre Laurin, est-ce que les Ukrainiens vont devoir prendre leur mal en patience? Pardon de le dire comme ça, mais on a l'impression qu'il va falloir être très patient pour que ces sanctions... D'abord sur les sanctions. Cela fait maintenant 8 ans que la Russie est sous sanctions et elle s'en tire plutôt bien. La capacité de résilience du peuple russe est constante et assez remarquable. Il y a un bémol, c'est que les jeunes générations sont plus impatientes de bénéficier d'un certain nombre d'avantages de l'économie de marché que leurs aînés, qui, eux, sont plus habitués à l'économie de pénurie. Ensuite, il y a un problème important, toujours lié aux sanctions, c'est que, pour le moment, ce n'est pas seulement l'Allemagne qui compte. On ne gagne pas du temps pour l'Allemagne, on gagne surtout du temps pour la cohésion de l'Union européenne. Parce que si on décide aujourd'hui ou demain, ou même après-demain, l'arrêt des importations de gaz russe, il y a des pays qui ne seront pas du tout d'accord, mais vraiment pas du tout, et qui risquent de rompre cet unanimisme. Effectivement, on peut s'entendre sur l'arrêt du charbon, 4 milliards d'euros, ce n'est pas insurmontable. On peut s'entendre éventuellement sur l'arrêt des importations de navires, enfin des accostages de navires dans les ports de l'Union européenne, mais en tenant compte que ces navires sont chargés de marchandises à destination des entrepreneurs occidentaux. Donc ça peut également poser un problème. Mais à la limite, OK, on accepte. On va poursuivre ce débat dans un instant. Sa parole est extrêmement rare. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui est le bras droit de Vladimir Poutine en fait, a accepté de répondre pour LCI aux questions de Darius Rojbin, un entretien exceptionnel, exclusif, dans lequel il évoque la guerre, mais aussi l'état d'esprit de son patron. Bonjour Darius Rojbin. Bonjour. Merci d'avoir été d'être avec nous pour nous raconter les coulisses de cet entretien. Magali Barthès, notre spécialiste des questions étrangères, est toujours avec nous. L'amiral Michel Olagaret et évidemment Pierre Laurin, qui est spécialiste de la Russie. Alors, avant de vous entendre, Darius, parce qu'on a plein de questions à vous poser sur cet entretien en longueur, et on verra que le porte-parole du Kremlin parle cash, et que vous lui avez épargné aucune question. On va écouter Dmitri Peskov qui revient sur l'offensive de Mariupol, et sur cette guerre menée dans les règles, assure-t-il, de l'armée russe. Écoutons. Oui. Il y a eu beaucoup de dégâts sur certaines des habitations de Mariupol, c'est la réalité. Le problème étant que les bataillons nationalistes
utilisent des éléments civils, des appartements, des maisons, comme boucliers pour leur offensive sur nos positions militaires. Aujourd'hui, une grande partie de la communauté internationale parle de juger M. Poutine. Si on va jusqu'au bout de ce processus, si les Occidentaux veulent arrêter M. Poutine, le juger à La Haye ou ailleurs, qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous irez jusqu'au bout? Je ne pense pas qu'on doit parler de ça. Ce n'est pas possible, ni légalement, ni physiquement. Donc vous vous battrez jusqu'au bout? Oui. Nous garantirons que nous pouvons atteindre nos objectifs et que nous ayons garanti la sécurité pour la Fédération de Russie. Voilà, les choses ont le mérite d'être claires. Darius, dans ce que vous a dit le porte-parole de Vladimir Poutine, dans sa vision de la guerre, qu'est-ce qui vous a, vous, le plus marqué? Bon, c'est le contraste entre... C'est intéressant de dire quelques mots du personnage. Il fait partie de ces gens de l'équipe de Vladimir Poutine qui nous paraissaient à l'Occident très occidentalisés. Moi, j'appelle ça le syndrome du whisky. Vous savez, j'ai connu ça déjà chez M. Milosevic, qui était l'ancien président serbe. On voit ça chez M. Lavrov aujourd'hui. Ce sont ces gens qui avaient beaucoup de contacts avec les diplomates occidentaux et qui, à la fin de la journée, souvent buvaient un whisky. On disait « Ah, regardez comme il est proche des Occidentaux, il est quand même très proche de nous. On est entre diplomates le soir, on boit un whisky. » Et on découvre à la faveur de la guerre que non, il y a une très grande distance idéologique. Ce sont des nationalistes complets et ils défendent un point de vue entièrement nationaliste, en l'occurrence russe. Et évidemment, par exemple, sur Mariupol, il est bien forcé d'avouer dans un autre moment de l'interview que c'est pas possible de défendre. Enfin, il ne l'avoue pas, mais on voit bien qu'il est un peu gêné parce que quand une ville entière est détruite, une ville de 450 000 habitants, que chaque habitation civile ou presque a été touchée par des tirs, on ne peut pas prétendre que c'était à chaque fois répondre à des tirs militaires. Donc évidemment, il y a quelque chose d'intenable dans l'argumentaire, mais ce qui est tenable et ce qui est tenu, c'est la position extrêmement nationaliste russe. Et Darius, vous qui avez interviewé par le passé Vladimir Poutine, pour LCI, vous avez déjà interviewé Sergueï Lavrov, vous connaissez bien la Russie, vous êtes identifié par les Russes comme un journaliste occidental qui sait poser les questions les plus rudes. Il vous a apparu comment, Dmitri Peskov? Gêné, serein? Mon sentiment est qu'ils sont relativement sur deux, en tout cas tant que la manne du pétrole arrive, parce qu'en réalité c'est le vrai talon d'Achille, je parle sous le contrôle d'un spécialiste, le vrai talon d'Achille de la Russie est là. Tant que ce talon d'Achille-là n'est pas touché, par exemple M. Peskov lui-même, il était déjà visé par les sanctions, en réalité. Depuis 2014, donc il ne découvre pas ça maintenant, c'est beaucoup plus dur maintenant, mais il était déjà touché par les sanctions, et dans un autre moment de l'interview, il se vante un petit peu, même il dit « Ah bon, les sanctions, j'avais déjà subi ça », et il se vante aussi en disant « Quoi qu'il arrive, le monde est grand, il n'y a pas que l'Occident, il y a la Russie, il y a l'Afrique, il y a l'Inde », et on sent que dans leur tête, c'est un argument très puissant de se dire « On peut se tourner de l'autre côté, du côté de l'Asie ». On va entendre un autre extrait de cette interview parce qu'il est aussi revenu sur ce massacre dont on a beaucoup parlé ces 48 dernières heures, celui de Boutcha. Pour lui, il ne s'agit ni plus ni moins, vous allez le voir, vous allez l'entendre, que d'une mise en scène ukrainienne. Les vidéos et les photographies qui vous sont présentées de façon orientée sont le résultat d'un spectacle bien orchestré. C'est un show, une mise en scène tragique. Un show, une mise en scène, c'est des propos qui nous paraissent hallucinants. On a vu nos reporters sur place qui ont constaté la réalité de ce massacre. Qu'est-ce que ça nous dit du récit que font les Russes de ce qui se passe en ce moment en Ukraine? Qu'ils iront jusqu'au bout dans la négation, c'est-à-dire qu'ils tiendront une ligne de négation jusqu'au bout, avec une différence entre notre vision occidentale et la leur qui est complète, considérant que leurs intérêts supérieurs sera toujours au-dessus de la vérité. C'est ça la réalité de ce type de régime et d'une grande partie. Alors c'est très difficile, à un moment donné, il dit beaucoup de Russes nous suivent. Vous savez, il y avait ce sondage de l'Institut Levada qui disait 83%. On sait très bien qu'il n'y a pas de sondage fiable. On sait très bien que les Russes ne sont pas informés de manière démocratique. Mais il y a sans doute une grande partie des Russes qui, oui, il y a une fibre nationale extrêmement développée autour de Poutine.
Combien, on ne sait pas, mais en tout cas, la négation de la vérité telle que nous la concevons restera la ligne, évidemment, du Kremlin. Et du coup, ça pose question évidemment sur la façon dont nous, Occidentaux, négocions avec les Russes pour tenter de faire stopper cette guerre. Dmitri Peskov qui évoque dans cette interview aussi les gestes de la Russie, c'est assez frappant quand on écoute cette interview. Preuve selon lui, et je crois que c'est de la bonne volonté du Kremlin, je crois que ce sont les mots qu'il utilise. Alors parmi ces gestes, il y a le retrait des troupes russes des environs de la capitale ukrainienne qui avait coûté. Maintenant, on voit que M. Zelensky est le président de l'Ukraine. Et s'il doit y avoir une négociation entre les délégations russes et ukrainiennes, il faudra qu'il y ait une rencontre entre le président Poutine et le président Zelensky au plus haut niveau. Beaucoup ont dit que vous vouliez tuer le président Zelensky. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Et le renverser? Non plus. Non, ce n'est pas vrai. Nous ne parlons pas d'occupation de l'Ukraine. Vous l'aviez traité quand même de drogué et de nazi. C'est pas la manière la plus probable de chercher à négocier avec quelqu'un. Eh bien, nous avons beaucoup de journalistes qui étudient ces discours. C'est le président de l'Ukraine, mais nous ne savons pas ce qu'il utilise. Nous ne savons pas ce qu'il boit, nous ne savons pas ce qu'il fume. C'est le président de l'Ukraine et nous sommes intéressés par le fait qu'il accepte les conditions de la Fédération russe qui lui ont été notifiées clairement par la délégation russe. Nous voulons, par la négociation, mettre fin à l'opération militaire. Monsieur Peskov, vous avez dit « Notre but n'est pas d'occuper l'Ukraine ». Ce sont des mots qui pèsent lourd. Est-ce que ça signifie, par exemple, que vous avez renoncé définitivement à occuper la ville de Kiev ? Pour créer des conditions favorables aux négociations, nous avons voulu faire un signe de bonne volonté. Nous pouvons prendre des décisions sérieuses durant les négociations et donc le président Poutine a ordonné à nos troupes d'être retirées de la région. Darius, est-ce que ça vous a surpris, ce rétropédalage qui n'est pas assumé concernant la prise de Kiev, et sur cette volonté affichée d'accepter une rencontre entre Vladimir Poutine et le président ukrainien? Je crois qu'il y a une évolution sous toute réserve, parce que de toute façon, ce sont des évolutions opportunistes. Donc si la réalité change un peu, ils peuvent très bien se retourner très vite. Mais oui, il y a une évolution, parce que s'ils nient la réalité, par exemple à Boutcha, ils ne nient pas la réalité des rapports de force. Ils sont très sensibles à ça, et je pense qu'ils ont été réellement surpris par la résistance ukrainienne, appuyée évidemment par l'aide occidentale. J'avais interviewé il y a quelque temps l'ancien président de la Commission européenne, Barroso, qui disait que Poutine, en 2014, lui avait dit « Si je veux, je peux prendre Kiev en 15 jours ». Est-ce que c'était une forme de hâblerie à l'époque? Peut-être, mais enfin ça montre quand même l'état d'esprit qu'il avait sans doute de se dire « Oui, je peux entrer comme dans du beurre en Ukraine ». Ça n'a pas été le cas, et sans doute qu'ils prennent en compte cette réalité-là. À plusieurs fois dans l'interview, il revient en disant « C'est le président de l'Ukraine ». Et ce qui veut dire évidemment qu'ils auraient voulu traiter avec un autre, ils auraient sans doute préféré installer un homme à eux, proche d'eux, mais il faut compter avec Volodymyr Zelensky. Et ce qui est capital dans cette interview, lorsqu'il vous répond, il dit deux choses. Il dit d'abord, effectivement, Zelensky, c'est le président de l'Ukraine, et il dit en fait, il laisse entendre finalement que la stratégie russe, on ne sait pas si elle a évolué ou pas, on ne sait pas ce qu'il y avait dans la tête de Vladimir Poutine quand cette opération a commencé, mais ce qu'il dit, c'est que en quelque sorte, les Russes pourraient se satisfaire d'une partition de l'Ukraine. Zelensky reste à l'ouest avec Kiev et cette partie du territoire, et eux récupèrent le Donbass et peut-être jusqu'à Dnipro, qui sait. Mais c'est un scénario qui pourrait satisfaire, en tout cas, qui est envisagé par les Russes. On sent bien, quand on l'écoute sur la durée, on sent bien qu'il y a les deux hypothèses. L'hypothèse, disons, entre guillemets optimiste, mais elle est toute relative quand on voit le poids des morts et des souffrances qui ont déjà existé jusqu'à présent, mais qui serait d'une Russie qui se dirait on a gagné relativement si on a la neutralité de l'Ukraine. L'Ukraine qui ne rentre jamais dans l'OTAN et qu'on récupère ou qu'on contrôle une partie des territoires, c'est déjà un très gros acquis pour eux. Ça, c'est la version réaliste. Ou l'autre version qui est la fuite en avant,
avec une vision très nationaliste, très conquérante, qui ne s'arrêterait plus. Mais la première hypothèse est celle qui résonne dans son discours, en tout cas aujourd'hui. Sur les coulisses de l'interview, Darius, comment, alors vous, on le rappelle, vous avez déjà interviewé Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov, comment on obtient un entretien de la part du porte-parole du Kremlin? Vous n'êtes pas un journaliste russe et vous n'allez pas accepter de poser des questions préparées à l'avance. Bon, la durée, ça fait très longtemps que je pratiquais Peskov ou quelqu'un comme Naryshkin, qui était le président de la Douma, qui est maintenant le chef des services extérieurs, ou cette équipe qui a relativement peu changé. Il y a une petite équipe autour de Vladimir Poutine qui a relativement peu changé, ce qui dans ces régimes est assez particulier parce qu'il y a un système de rotation des cadres qui fait que les gens peuvent disparaître très vite s'ils déplaisent. Donc il y a un lien qui était maintenu. Voilà, je crois que c'est aussi simple que ça. Et avec cette liberté effectivement assez étonnante, où comme de toute manière ils défendent un point de vue qui est si loin d'une autre, voilà, ils nient la réalité telle que nous la constatons, telle que nos équipes sur place la constatent. Donc à partir de là, ils assument un discours extrêmement contradictoire. Magali Barthès, amiral Pierre Laurin, j'aimerais vous faire réagir à ce que vous avez entendu ce matin, à ces extraits de cette interview. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé? Magali, peut-être pour commencer. Et on voit bien qu'il y a quand même, la porte des négociations reste complètement ouverte. Et ce qui est intéressant, c'est que après la réalisation de cet entretien, il y a eu un coup de téléphone hier soir entre Emmanuel Macron et le président Zelensky, le président ukrainien. Et on pourrait se dire, après les images terribles qu'on a vues à Boutcha, la volonté de négocier des Ukrainiens aurait pu être entamée. Mais c'est pas du tout ce qu'il a dit à Emmanuel Macron. Il a dit, au contraire, que la ligne devait être maintenue. Vous savez, on a parlé hier sur ce même plateau des déclarations du Premier ministre polonais, qui s'en prenait à Emmanuel Macron, qui lui disait on ne négocie pas avec Hitler. C'est pas du tout ce que dit Zelensky. Zelensky, il dit au contraire, il faut maintenir ce fil du dialogue parce qu'en fait, on ne sortira de cette crise que par une négociation. Et au contraire, que le président Zelensky, alors c'est évidemment les propos de l'Élysée, mais lui est reconnaissant de garder ce fil du dialogue. Et on voit bien qu'il y a quand même des moyens aujourd'hui d'avoir ce dialogue, même si les Russes sont toujours dans ce déni de cette réalité parallèle. On comprend évidemment que c'est extrêmement compliqué et que ce n'est peut-être pas le temps aujourd'hui de cette négociation, mais qu'il viendra et qu'on n'en sortira que comme ça. Pierre Laurin. Oui, je crois qu'effectivement, la phase de négociation qui a été entamée se poursuit et je suis d'accord avec vous. L'hypothèse la plus favorable est certainement la bonne, c'est-à-dire que déjà la partie ukrainienne a accepté de parler de la neutralité, ce qui était l'un des éléments importants des demandes russes. À partir de ce moment-là, on peut envisager une hypothèse où, effectivement, la Russie prendrait le contrôle du Donbass comme elle a pris le contrôle, d'une certaine manière, de la Crimée, bien que ce soit deux situations complètement différentes. Mais il y a également une autre possibilité qui serait peut-être beaucoup plus favorable à la Russie, c'est-à-dire, une fois que le Donbass est pris, est occupé totalement ou presque, négocier l'appartenance du Donbass à l'Ukraine contre la reconnaissance par l'Ukraine de la Crimée appartenant à la Russie, c'est-à-dire donnant-donnant. Et dans ce cas, on aurait une partition de l'Ukraine dans une fédération avec une partie Est qui serait sous contrôle des Russes, disons, de la population, en tout cas de la population russe du Donbass, et une partie occidentale pro-européenne, mais cela empêcherait forcément, si une constitution est adoptée, l'appartenance de l'Ukraine à l'OTAN. Et c'est l'un des objectifs que la Russie cherche à atteindre. Donc je me demande si, dans les éléments de négociation, vous savez, il faut toujours placer la barre très haut quand on négocie, de manière à pouvoir la baisser jusqu'à ce que l'on estime la limite acceptable. Et c'est peut-être ce que les Russes veulent faire. Je m'avance en disant cela parce que c'est mon opinion et je la partage. Amiral, en quelques mots, s'il vous plaît, parce qu'on doit se rendre à Kiev. Oui, sans revenir sur ce qui a été très bien exposé maintenant, je retiens de ce que vous avez exposé, vous, qu'il y a cette petite équipe qui s'est cristallisée un peu autour de Poutine, car nous nous posons des questions sur le fonctionnement
de l'équipe Poutine sur la permanence, ce qui reste. On voit partir Gerasimov, Shoigu, le chef des services secrets qui est presque aux arrêts. Il n'empêche que vous avez vu et constaté que cette équipe-là, elle reste en place. Elle reste en place, elle a un discours maintenant qui est un peu difficile à faire passer, mais enfin le ridicule ne les tue pas. Et ils nous disent clairement qu'ils iront jusqu'au bout. Donc je retiens qu'ils iront jusqu'au bout, qu'ils iront jusqu'au Donbass, qu'après, c'est un autre temps. Le temps étant quelque chose d'essentiel, quand la Russie met les pieds quelque part et s'enquiste quelque part, après l'avenir est ouvert pour eux. Tout l'avenir est ouvert et, si vous voulez, ils ont l'art quand même de transformer une vraie défaite en fausse victoire, et c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Avant de partir à Kiev, permettez-moi de remercier Darius Rochebin. Et je vous signale que votre entretien exclusif en longueur, en intégralité du porte-parole du Kremlin sera diffusé à partir de 17h. C'est l'interview événement sur LCI. Partons à présent à Mariupol où la bataille fait rage. L'armée russe a annoncé avoir abattu hier 2 hélicoptères ukrainiens. Nos reporters ont tourné dans cette ville détruite à 90% et qui a dépassé, nous dit-on, le stade de la catastrophe humanitaire. Est-ce qu'elle va tomber dans les prochaines heures, les prochains jours, dans l'escarcelle des Russes? Écoutez ce que répond notre envoyé spécial, Lise Romboudoul, avec Romain Reverdy. Oui, les séparatistes pro-russes, les forces russes aidées des Tchétchènes également ont repris une grande partie de la ville aujourd'hui, et notamment ce centre-ville où il y a eu des combats intenses durant 2 semaines, et ça, les habitants me l'ont confirmé, et notamment autour du port, puisque c'est là que s'étaient retranchés les soldats ukrainiens avec leurs blindés. Alors, aujourd'hui, les combats se concentrent sur une immense zone industrielle métallurgique de 8 km², tout à côté du centre-ville, en bord de mer. Toutes les forces ukrainiennes s'y sont repliées et elles continuent à résister en ce moment depuis ce complexe qui est complètement bunkérisé, où il y a des tunnels, où il y a des passages souterrains, et il y aurait encore quelques milliers de soldats à l'intérieur qui ne veulent pas se rendre pour le moment. Alors combien de temps pourront-ils encore résister ? C'est une question de jours, pensent les forces pro-russes, car elles estiment qu'ils vont finir par manquer de munitions, tout simplement. Et en attendant, les bombardements et les tirs d'obus, je peux vous le confirmer, sur cette zone sont ininterrompus. Et résultat, ces déclarations du maire de Mariupol, il estime que 90% de sa ville, 90%, sont détruits. Nivine Potros, une ville donc ravagée. Qu'est-ce qu'on constate précisément sur le terrain ? Eh bien qu'une très large partie de la ville est désormais contrôlée par les Russes. Ce sont les zones que vous voyez en jaune sur cette carte. C'est quasiment l'intégralité de la ville qui est tombée aux mains des forces russes. Finalement, les Ukrainiens ne sont présents que dans l'hypercentre. Ils sont regroupés dans 2 usines de la ville. D'abord, l'usine métallurgique Illich, qui est plutôt au nord-est de la ville. Et puis une autre usine, cette fois sidérurgique, l'usine Aztovstal. Alors là, on ne parle pas de petites usines, ce sont vraiment la 2e et la 3e plus grande usine du pays. Pour vous donner un ordre d'idée, avant la guerre, c'était 40 000 personnes qui travaillaient dans ces 2 usines. Alors la première, celle du Nord, serait tombée aux mains des Russes, d'après cette vidéo qui date du 1er avril dernier, qui a été authentifiée par nos services. Les Russes seraient parvenus à reprendre le contrôle de cette usine. Il reste donc une autre usine dont parlait Lise Romboudoul à l'instant, qui concentre effectivement tous les combats, des combats qui se sont intensifiés dans cette usine depuis plusieurs jours. Quasiment 1000 hommes y sont présents. D'après certains médias pro-russes, cette usine également serait tombée aux mains des Russes. Information évidemment à confirmer, comme une autre information qui nous est parvenue hier par le Kremlin. 2 hélicoptères ukrainiens auraient été abattus par des soldats russes, des hélicoptères qui seraient venus récupérer des dirigeants militaires ukrainiens qui se trouvaient à l'intérieur de cette usine. Information qui pour le moment n'a pas été confirmée par les autorités ukrainiennes. Il faut prendre énormément de pincettes puisqu'en fait cette usine elle est devenue un outil de propagande pour les Russes, avec notamment des vidéos publiées par les Tchétchènes de Kadyrov depuis plusieurs jours dans cette usine pour montrer d'abord leur équipement, pour montrer qu'ils sont aux côtés des Russes,
Russes et qu'ils se battent. C'est vraiment devenu un lieu stratégique à la fois de communication, puis un lieu tout simplement stratégique. Pourquoi ? Parce que, si les Russes reprennent cette usine, c'est toute la ville de Mariupol finalement qui pourrait tomber, puisque les Ukrainiens sont vraiment concentrés juste là. Et si tout Mariupol tombe, les Russes s'offriraient l'ensemble de l'accès de la mer d'Azov, ce qui est évidemment stratégique dans cette guerre. Merci Nivine. Pour comprendre ce qui se joue ce matin, l'amiral Michel Olagara est toujours avec nous, Magali Barthès évidemment, Pierre Laurin, spécialiste de la Russie, et notre journaliste spécialiste des questions économiques, Isabelle Gounin, nous a rejoint. On va parler dans un instant avec vous des nouvelles sanctions contre la Russie aujourd'hui. Mais d'abord, amiral, pour revenir à ce qu'on disait sur Mariupol, qui est encerclée et détruite en grande partie, est-ce que vous pensez qu'elle peut tomber dans les mains des Russes dans les jours qui viennent ? Écoutez, la question est de savoir dans les jours qui viennent. Parce qu'il me paraît difficile de défendre Mariupol ou de libérer Mariupol dans la configuration actuelle. La ville est détruite, les habitants partent, il n'y a plus de bouclier humain, la Russie continue sa tactique de démolition complète, et maintenant ils veulent la peau du bataillon Azov, car dans l'usine Azovstal, il y a le fameux bataillon Azov qui est en fait aussi une espèce d'objectif politique. Donc il paraît difficile que les Russes n'atteignent pas leur objectif. Combien de temps peuvent résister ces forces-là, qui sont très motivées, qui sont vraisemblablement quand même bien alimentées en munitions encore, mais ça va s'épuiser. Donc oui, c'est une question de temps. Je ne sais pas si c'est 2 jours ou 2 semaines, mais c'est une question de temps. Et Mariupol, c'est une ville clé, évidemment, parce que c'est un pont entre la Crimée d'un côté et le Donbass, ou en tout cas l'essentiel de cette région du Donbass de l'autre. Donc les Russes pourraient détenir exactement l'ensemble de cette région. Après, évidemment, si l'on regarde vers l'ouest, les 2 prochaines grandes villes, ce sont Zaporizhzhia, les Russes contrôlent déjà la centrale nucléaire sur place, et Dnipro. Oui, après, il faudra voir déjà combien de temps va durer encore ce siège de Mariupol, parce qu'évidemment, ces hommes du régiment Azov n'ont aucune intention de capituler. Ils savent qu'ils ne sortiront pas vivants. Ça va être, en tous les cas, a priori très compliqué. Donc, ils vont se battre jusqu'au bout. La victoire russe peut encore prendre, en effet, plusieurs jours. Et puis, la question, c'est ensuite, que feront les Russes ? Ils vont, comme l'objectif, manifestement, est de prendre tout le Donbass. C'est en tous les cas ce qu'a dit l'armée russe. Ils vont certainement essayer de remonter pour prendre en tenaille cette armée ukrainienne qui leur fait face. 30-40 000 hommes de l'armée ukrainienne, les plus entraînés, les plus aguerris dans le Donbass. Ils peuvent, on voit bien d'ailleurs un mouvement qui pourrait remonter de Mariupol vers le nord, tout en ayant des troupes russes qui descendent du nord vers le sud pour prendre en tenaille donc ces militaires ukrainiens. Et puis en effet, ensuite, ce sera une autre phase de la guerre qui commencera. Si le Donbass réellement tombe dans les mains des Russes, après, il faut savoir s'ils essayent de pousser plus loin, en effet, en prenant toute cette partie de l'Ukraine utile, cette Ukraine où sont les usines, où sont les minerais. Et en effet, là, ça voudrait dire remonter le fleuve Dniepr et prendre ces villes dont vous parlez, Zaporizhzhia, Dnipro, qui sont sur ce fleuve qui partage l'Ukraine en 2, cette partie occidentale et cette partie orientale. Alors face à la stratégie de dévastation menée par l'armée russe, les Occidentaux vont acter de nouvelles sanctions contre la Russie aujourd'hui. Elles vont viser à interdire tout nouvel investissement dans le pays. Des institutions financières et des entreprises publiques seront ciblées. Écoutez la porte-parole de la Maison-Blanche. En coordination avec le G7 et l'Union européenne, un ensemble supplémentaire de sanctions va imposer des coûts à la Russie et l'isoler davantage économiquement, financièrement et technologiquement. Cela comprendra une interdiction de tout nouvel investissement en Russie et des sanctions accrues contre les institutions financières et les entreprises publiques. Des sanctions pour quel résultat, Isabelle Gounin ? Est-ce que les sanctions prises jusqu'à présent, on ne parle pas évidemment de celles qui vont être prises dans les heures ou dans les jours qui viennent, est-ce que ces sanctions-là
ont déjà commencé à avoir un effet sur l'économie et la population russe? Écoutez, on le sait bien, puisque le président du Conseil européen lui-même l'a dit, il a dit que la sanction la plus efficace, ce sera vraiment l'embargo sur le gaz russe. Alors en attendant, on a pris des mesures, là on va être au 5e train de mesures aujourd'hui qui sera annoncé. On prend des mesures progressives qui correspondent finalement à escalade des sanctions, escalade du conflit. Donc ces mesures progressives, elles ne sont pas encore totalement efficaces parce que ça prend du temps quand même. Donc les sanctions économiques pour être vraiment efficaces. En plus, la Russie, depuis l'épisode de la Crimée, s'était habituée quand même à essayer de trouver des productions alternatives, à essayer d'être moins dépendante déjà de l'Occident. Donc ces sanctions, elles vont quand même avoir un effet, parce qu'on a quand même des chiffrages. Par exemple, la Bread et Goldman Sachs ont annoncé que l'économie russe va être affectée. Il devrait y avoir une baisse d'au moins 10% quand même aujourd'hui de sa croissance donc pour l'année. Donc ça va forcément quand même affecter l'économie. Pierre Laurin, puisqu'on parle des sanctions, quelles sont les marges de manœuvre des Occidentaux? Que nous reste-t-il avant une entrée formelle en guerre? Scénario écarté pour l'instant. Complètement écarté. La seule chose qui reste, c'est le gaz. Mais le gaz, c'est très compliqué, comme nous l'expliquions tout à l'heure. Le gaz, beaucoup de pays de l'Union européenne sont contre tout embargo parce que leur économie en dépend. Alors effectivement, l'économie russe va connaître une phase de croissance négative, si l'on peut dire cela, de décroissance de 10%, estimation, on n'en sait rien, mais c'est vraisemblable. Mais nos économies ne risquent pas non plus de se retrouver en position particulièrement florissante. On est dans une situation vraiment qui est assez dramatique de nos économies et qui est renforcée évidemment par les sanctions, dans la mesure où nous prenons, nous, en Europe, des sanctions plutôt globales, alors que les Américains prennent des sanctions beaucoup plus circonstanciées, en écartant de ces sanctions tous les éléments, marchandises, matières premières qui sont indispensables pour l'économie américaine. Donc nous, de ce point de vue-là, nous sommes un peu plus solidaires avec le peuple ukrainien. Voilà, et les Russes, on le sait, en tout cas pour la population générale, ils ont l'habitude de se serrer la ceinture. Isabelle, vous parliez de résilience de cette population russe. Une croissance négative de 10%, ce n'est pas rien non plus. Mais il y a aussi d'autres menaces. Le défaut de paiement, par exemple, les menaces sur l'emploi. On a beaucoup parlé des industries européennes et françaises, notamment présentes en Russie, qui ont fermé leurs enseignes. Voilà. Donc il y a quand même des risques très concrets, en tout cas pour ceux qui habitent en Russie. Oui, c'est ça. On a quand même Renault qui emploie donc en Russie énormément de personnel. Il y a également la Société Générale. On a beaucoup d'entreprises françaises qui sont implantées là-bas, puis pas que les Français d'ailleurs, il y a tous les Occidentaux qui sont là-bas, qui ont commencé d'ailleurs à se retirer. On a vu déjà pas mal d'entreprises, des Américains évidemment, on a déjà parlé de Coca-Cola, de Starbucks qui se sont retirés, même si ça a été un peu difficile pour eux de le mettre en place. Mais effectivement, il y a un impact sur les Russes dans leur vie quotidienne. Alors après, il y a des produits de substitution, comme je vous le disais, qui font que bon, ils arrivent quand même à s'en sortir pour l'instant. Mais c'est vrai que notamment dans les populations les plus jeunes, qui ont l'habitude de ce mode de vie à l'occidental, c'est plus difficile à accepter que pour les autres. Il y a de ce point de vue deux choses qui sont importantes. Le premier, c'est effectivement la résilience du peuple russe avec un effet cumulatif des sanctions qui fait que finalement ce n'est pas le gouvernement russe qui est blâmé, mais plutôt les Occidentaux. Et deuxièmement, je crois que ce qui est important, c'est que le Kremlin a anticipé les effets négatifs, en particulier lorsque des entreprises occidentales se retirent. Il y a une préhension du gouvernement russe qui est faite sur leurs actifs de manière à pouvoir continuer l'activité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte réelle d'activité de travail et qu'il n'y a pas une augmentation considérable du chômage. Les gens continuent de travailler dans leurs usines, même s'il faut se réadapter, mais ils continuent d'être payés et ils sont payés au tarif précédent. Donc il n'y a pas réellement de perte pour ces populations de pouvoir d'achat. Amiral, est-ce que les Occidentaux se sont piégés en affichant dès le départ leur volonté de ne pas entrer en guerre avec la Russie ? Parce que jusqu'ici, les sanctions ne semblent pas faire plier le président russe.
Alors on a bien l'impression qu'effectivement, M. Biden a commis un faux pas en disant qu'aucun soldat russe, etc., vous connaissez l'affaire. Ça rappelle quand même le précédent de 92, je ne referai pas l'histoire, de l'ambassadrice des États-Unis à Bagdad, qui a ouvert une certaine porte en disant, semble-t-il, à Saddam Hussein que c'était un conflit interarabe. On n'a plus jamais entendu parler de cette ambassadrice, on n'a jamais su quelle était la réalité de cet entretien. Il n'empêche que ce qu'on peut dire maintenant sur les sanctions, et qui a été très bien exposé jusqu'à présent, c'est qu'il y a une autre façon d'aborder les sanctions. Qui soutient M. Poutine? Où exporte-t-il ses matières premières? La Chine et l'Inde. Il n'est pas interdit aux pays européens et occidentaux de faire pression. Ils ont des moyens de faire pression sur ces pays-là, mais en particulier l'Inde, qui nous semble plus proche de nous, de faire pression sur ces pays et sur tous ceux qui éventuellement peuvent acheter, y compris au marché noir d'ailleurs, toutes leurs matières premières, pour essayer d'assécher aussi ces débouchés. La Chine, ce sera plus compliqué, mais tout ça est une question de temps. Je martèle ici que le temps est important. Une guerre de 40 jours, des sanctions financières qui n'auront des effets, comme vous l'avez souligné, madame, qu'au bout d'un an, quand on fait diminuer le PIB de 10 à 15%, tout cela est long. Mais on peut s'attaquer aussi au reste. Et il n'est pas interdit de penser que les pays qui soutiennent Poutine ne sont pas sa chasse gardée et que nous pouvons aussi avoir une influence sur eux. Voilà, et puis il y a un bémol sur l'Inde. L'Inde est en conflit avec l'un de ses voisins les plus importants, qui est le Pakistan, également avec un autre voisin encore plus important, qui est la Chine, et la presque totalité de l'armée indienne est équipée de matériel russe. Et désormais français, monsieur. Et désormais français, oui, mais pour quelques avions. Peut-être, mais si vous voulez, ça montre bien que on peut enfoncer un coin. Parce que déjà, vous l'avez souligné, la Russie l'Inde contre la Chine est équipée de matériel russe, comme les Pakistanais sont équipés de matériel chinois, bien sûr, mais que l'Inde a songé à se diversifier. Et achetant des avions de chez Dassault il n'y a pas très longtemps, des sous-marins construits par Naval Group, ça vous montre aussi qu'il peut y avoir des bascules. Alors bien sûr, le parti au pouvoir est un parti nationaliste, qui se rapprocherait un peu de thèses nationalistes qu'on trouve ailleurs. Merci, Amiral. Merci aussi, Pierre-Laurent, d'être venu ce matin sur ce plateau. Merci à Magali et à Isabelle pour vos explications et votre décryptage dans un instant, parce que pendant ce temps-là, la campagne présidentielle se poursuit.